Bienvenue sur Midi 1, vous êtes dans l'invité de la rédaction. En Afrique, des millions de personnes vivent encore sans accès à une énergie fiable, alors que les besoins industriels, numériques et sociaux explosent. L'électricité est-elle aujourd'hui un véritable levier de transformation ou reste-t-elle un frein majeur à l'essor économique? Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir M. Abel Didier Tella. Il est le président de l'Association des sociétés d'électricité d'Afrique. M. Tella, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Je suis effectivement le directeur général de l'association, étant donné que nous avons le conseil d'administration dont le président actuel est M. Toby Gay, DG de Sénélec au Sénégal. D'accord. Au secrétaire général, je suis basé ici à Abidjan. D'accord. Alors, M. Tella, quel est aujourd'hui le véritable poids du déficit énergétique dans le ralentissement du développement économique africain? Aujourd'hui, on énonce un chiffre souvent, 600 millions, mais si on affine les chiffres, on parle de 540 à 560 millions d'Africains qui n'ont pas accès à l'électricité, mais on y reviendra. Effectivement, 24 des 54 pays ont moins de 50% de taux d'accès. Oui. Et à peu près 44% de ceux qui ont accès n'ont pas une énergie fiable, c'est-à-dire constante et de qualité. D'accord. Et donc, les puissances installées ne couvrent pas les besoins. Mais on reviendra sur pourquoi nous avons cet état de choses. Alors, comment vous expliquez les écarts d'accès à l'électricité entre les pays et même les zones urbaines et rurales? C'est que nous avons voulu traiter le problème du développement des systèmes électriques d'une manière qui ne correspond pas à la réalité. Le système électrique ne se développe pas en se fixant sur la consommation domestique. Les pays qui ont accès universel, vous allez constater, on parle des pays du Maghreb, de l'île Maurice et autres, sont des pays industrialisés. D'accord. Et donc, le développement du système se fait pas à partir des basses consommations, mais après des fausses consommations. D'accord. Et donc, bien sûr, l'Afrique n'a pas développé très tôt ses ressources minières et agricoles en les transformant. Oui. Les villes, les campagnes se vident vers la ville. D'accord. Et les charges qui sont dans les zones rurales ne sont pas importantes. D'accord. D'où des coûts élevés pour des revenus très faibles. Est-ce qu'on peut véritablement parler de transition énergétique en Afrique où nous sommes seulement à un stade d'intention? Non, non. En fait, nous sommes sur deux volets. Oui, l'Afrique aujourd'hui ne compte que 3% d'émissions en général, Oui. mais l'Afrique est dotée en ressources énergétiques tant fossiles que renouvelables. D'accord. Et donc, on ne peut transiter que quand on l'a. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore l'énergie, le challenge, c'est l'accès à l'énergie. Et ce que l'énergie, c'est comment avoir une transition juste et dédiée aux besoins du pays. Et je peux vous dire qu'en Afrique, l'évolution vers les énergies vertes se pose très bien. D'accord. Quoi qu'on dise. D'accord. Et je ne peux pas revenir sur les mises énergie dans chaque pays africain, mais nous avons des ressources hydrauliques, solaires, géothermie, gaz qui nous permettent de faire une transition équitable. Les infrastructures actuelles sont-elles adaptées à la croissance démographique ou aux besoins industriels du continent? L'Afrique a une particularité, c'est une croissance démographique exponentielle. Donc, très importante. On parle de 2 milliards de personnes en 2040, Oui. 2050-2040, dont la moitié vivront en ville et dont la moitié sont constitués de jeunes. Donc les besoins sont spécifiques. Dans tous nos pays, les villes comptent pour le maximum de la population. Donc il faut des installations qui combinent à la fois des alimentations industrielles pour l'industrie de transformation naissante et domestique, et dans le même temps, dans certaines zones, un habitat très éparse, parce que de grands territoires avec des populations très faibles. Donc quand vous avez ce type de typographie de la population et de répartition, vous avez des conceptions spécifiques qui ne sont pas du copier-coller. Donc les pays adaptent leurs installations pour combiner les différentes solutions
avec le système, avec leur typographie de population et leur type d'industrie. D'accord. Puisque sans industrie, nous ne pourrons pas parler de système fiable. D'accord. Nous ne pourrons parler de système fiable que si nous combinons les deux. Alors, quelles sont les contraintes auxquelles font face les sociétés d'électricité en Afrique? Les sociétés d'électricité ont 3 piliers. D'accord. Les propriétaires, je vais parler des actionnaires ou de l'État, Oui. les travailleurs de la société et la clientèle. Alors, c'est un équilibre de ces 3 grands ensembles qui constituent la durabilité des sociétés. On parle souvent des grands niveaux de pertes dans les sociétés d'électricité en Afrique. Mais les pertes commencent par la gouvernance. D'accord. Derrière chaque vol, il peut y avoir le client, il peut y avoir le travailleur de la société. Bien sûr. Donc, si les 3 constituants dont j'ai parlé ne jouent pas leur partition, il ne peut pas avoir de performance. D'accord. Donc, réduction des pertes, bonne gouvernance, transparence, et le secteur électrique est un secteur très rentable. Parlons à présent de l'électrification rurale. Alors, est-ce que c'est une véritable priorité ou une promesse politique non tenue? Non, c'est un devoir. Oui. Parce que, comme je vous ai dit, si nous voulons fixer la population rurale dans leur zone, en développant les ressources là où elles se trouvent, nous devons alimenter ces zones pour que les jeunes en quête d'emploi n'aient pas à se déplacer, mais plutôt soient fixés dans des industries de transformation qui constituent désormais la classe moyenne et donc la clientèle crédible des sociétés. Donc, développement rural intégré, développement des ressources égale développement des zones rurales égale un secteur électrique qui n'a pas que les villes surchargées, mais qui a une répartition équitable entre les villes et les campagnes. Et là, vous avez des systèmes qui sont non seulement rentables, mais avec la clientèle crédible. Alors, M. Tella, vous êtes président du FETIER, de l'Association des sociétés d'électricité d'Afrique. Alors, comment votre FETIER accompagne-t-elle les États et les sociétés pour améliorer leurs performances dans le secteur? La première richesse de l'entreprise, c'est l'homme. Donc, dès la création de l'ASEA, donc de son nom de création, l'Union des producteurs, transporteurs et distributeurs d'énergie en Afrique, nous avons axé nos objectifs sur les ressources humaines. L'École supérieure interafricaine d'électricité a donné aux pays africains, aux structures africaines et même au-delà, dans les autres pays du monde, des cadres performants, des cadres qui ont depuis les années 70 Oui. tenu le secteur. Ressources humaines. Deuxièmement, nous accompagnons les sociétés en les indiquant comment les meilleures solutions pour la gestion des installations, la gestion clientèle, la gestion financière et les nouvelles technologies. Troisièmement, les réformes. Très tôt, nous avons commencé les réformes des sociétés en Afrique, sans avoir les structures qu'il faut. Parce que quand on veut faire une réforme, il faut avoir des organes de régulation. Il faut avoir une structure, une organisation, un environnement qui donne confiance. Et donc, tout ce que nous faisons, les accompagnements des décideurs, les forums des PDG, nous avons commencé les forums des PDG, vous savez, depuis 1998. Nous la faisons chaque année. Et nous avons, depuis l'année dernière, commencé le forum de haut niveau d'engagement sur le secteur, où nous finissons par un forum ministériel, qui veut dire que nous renseignons depuis les premières autorités jusqu'aux derniers, les travailleurs, de ce qu'il faut pour la bonne gouvernance. Et nous avons mis en place, entre la Banque mondiale, la Banque africaine de développement et l'ASEA, ce que nous appelons les performances et l'état des sociétés aujourd'hui, où nous étudions les sociétés sur plus de 60 indicateurs de performance pour donner aux décideurs des éléments de décision au conseil d'administration, sur quel levier appuyer pour que la société soit performante. Donc nous conseillons, nous accompagnons et nous montrons en faisant un benchmark avec toutes les structures au monde ce qu'il faut pour qu'une société soit performante. Merci encore à vous, M. Tella. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. C'est la fin de ce numéro de l'invité de la rédaction. Restez avec nous, l'information continue sur Midi 1.